Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Laissons l'habitat naturel aux animaux. On essaie de domestiquer, on technocratise beaucoup l'agriculture. Je mange donc je suis. Donc en fait c'est ça, cette 6e crise, c'est la destruction des biotopes par une seule espèce. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste ? Le changement climatique, à 90%, c'est l'homme. Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Une planète, une santé, avec Coralie Martin. One Health, ou Une seule santé en français, ce concept veut envisager de façon indivisible santé environnementale, santé humaine et santé animale pour faire progresser la science. Dans un monde où les échanges commerciaux et humains ne cessent d'augmenter, les risques de contamination explosent. Là où les pestes moyenâgeuses prenaient des années pour sortir d'un pays, le coronavirus a infecté son premier patient hors de Chine en moins de 8 jours, et ce malgré des mesures de quarantaine. Et ce coronavirus d'ailleurs, qui affecte les hommes, il serait dû aux chauves-souris, aux pangolins ou à d'autres animaux, comme quoi tout est lié. Et le dérèglement climatique et la raréfaction des ressources accélèrent et accentuent encore le problème. Pour tout comprendre des rapports entre ces trois santé, nous sommes avec Coralie Martin, chercheuse en parasitologie à l'INSERM et au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Coralie Martin. Bonjour. Alors, on va revenir en 2003, si vous voulez bien, pour commencer. À l'époque, la Chine tousse et le monde a peur. Un virus d'un genre nouveau menace de se répandre, le SRAS. Ce virus qui a contaminé l'homme, il s'est transmis par les civettes et ce fut le point de départ de One Health, où des vétérinaires, des agronomes et des médecins se sont réunis pour faire avancer la science. Comment expliquer ce rapprochement soudain ? Alors, ce rapprochement, il s'est fait un peu forcé, parce que il y a 20 ans, quand il y a eu cette épidémie donc, du SRAS, un coronavirus, chacun s'occupait de la problématique qui le concernait, la santé humaine, la santé animale, éventuellement des problèmes d'environnement. Mais à chaque fois, il n'y avait pas de conclusion, et donc ils avaient besoin de discuter ensemble pour proposer des solutions plus communes et puis une stratégie commune. Donc c'est pour ça qu'au début des années 2000 est apparu un accord tripartite qui a été signé plutôt vers 2008 entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé vétérinaire, et la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et l'idée, c'était de mettre en avant 3 thématiques: travailler sur les problématiques d'agents infectieux, travailler sur des problématiques de résistance à certains médicaments comme les antibiotiques, mais auxquels on peut rajouter maintenant les anti-inflammatoires. Donc ça, c'est vrai que ça résulte principalement de cette grosse épidémie coronavirus de 2003 et puis de celles qui ont suivi derrière, des épidémies d'Ebola, de Zika, de chikungunya, etc. Vous dites coronavirus, mais on parle bien du SRAS. On parle du SRAS. Il y a plusieurs types de coronavirus. Le SRAS en était un, celui qu'on connaît actuellement en est un autre. Il en existe plusieurs, dont certains qui ne sont pas mortels, même si la majorité est mortelle. Et alors vous dites effectivement le SRAS apparaît en 2003 et la signature de l'accord tripartite c'est en 2008, c'est-à-dire que ça prend 5 ans pour mettre tout le monde d'accord, parce qu'on est d'accord que c'est une révolution copernicienne un peu dans les mentalités. Oui, parce que en fait les gens n'avaient pas forcément l'habitude, et n'ont toujours pas l'habitude forcément de discuter ensemble et d'essayer d'avoir des stratégies communes en fait. C'est aussi un cadre pour pouvoir chacun proposer des solutions, mais en même temps les confronter aux uns aux autres. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2003 alors que, au cours des années 90, l'Europe est frappée par un scandale dit de la vache folle, et ces vaches, elles étaient elles-mêmes devenues folles après avoir mangé des farines animales pleines de prions. Donc au fond, on est déjà dans ce problème entre santé animale et santé humaine, et ça aurait pu être à ce moment-là, non ? Oui, on a déjà le contexte avec une problématique d'activité humaine, d'animaux impliqués et de transfert à l'homme. C'est probablement un des points de départ, mais la crise à son extinction n'a pas été suivie par l'action qu'il y a eu après 2003. Donc je pense qu'il y a juste eu un délai dans les prises d'action, mais il y avait déjà des démarches de discussion. Je veux dire, le concept One Health a été précédé par d'autres tentatives avec des noms légèrement différents, mais voilà, quand ça a pris, la sauce a prise avec le SRAS.
Pendant des années, un grand nombre d'intellectuels ont procédé à un dualisme un petit peu artificiel, et sans doute pour vous en parasitologie qui vous paraît très artificiel, entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre. One Health, au fond, c'est l'incarnation du fait que c'est pas vrai et qu'on peut pas séparer les deux. C'est l'incarnation d'un continuum, clairement. Un continuum dans lequel on a l'homme qui est un animal comme les autres, qui vit avec des animaux domestiqués, faune sauvage, et l'ensemble est pris dans un environnement avec des problématiques à la fois liées à du bétail, par exemple, quand on fait de l'élevage intensif, ou à de l'urbanisation, ou à des problèmes très liés aux activités humaines, en fait. Mais clairement, quand on entend parler des pathologies actuelles comme le coronavirus, on a des problématiques liées à des transmissions par animaux. Et dans un environnement souvent forestier, et qu'on sort de l'environnement forestier pour mettre en contact avec l'homme. Dans les analyses et les répercussions de ce coronavirus dans les médias dominants, on voit bien qu'un grand nombre de journalistes appellent en premier lieu des médecins et des praticiens hospitaliers, et jamais, en revanche, des vétérinaires ou des infectiologues pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est un peu logique, parce que c'est vrai que le facteur le plus marquant pour n'importe quel auditoire, c'est d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau épidémiologie humaine. Après, quand on s'intéresse aux causes, et à essayer de mettre en œuvre des réflexions sur l'épidémie globale, c'est là où on va avoir besoin de comprendre quels sont les réservoirs et comment ça se disperse. Je le disais au début, le réchauffement climatique, il affecte les équilibres au sein du vivant, et ça nécessite le fait de réfléchir plus largement sur les trois santé imbriquées, en tout cas beaucoup plus qu'on ne le faisait par le passé. Oui, puis on peut même rajouter un niveau de complexité en incluant tout ce qui va être insectes, vecteurs, qui va transmettre entre autres des pathogènes. Zika, chikungunya, paludisme. Là, on peut incriminer des moustiques. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que quand on parle de réchauffement climatique, ça peut modifier les zones de répartition de ces insectes. Donc ça peut augmenter la zone de contact entre ces vecteurs, ceux qu'ils contiennent et ceux qu'ils transmettent, et donc des populations humaines. Donc là, clairement, c'est un problème qui est associé avec le réchauffement climatique. L'animal emblème de tout ça serait le moustique tigre. Le moustique tigre. Ouais. Clairement, il augmente de sa présence en Europe et monte vers le nord. Donc ça veut dire que d'ici une petite trentaine d'années, on pourrait le retrouver à Stockholm, ou ça c'est quand même peut-être un peu exagéré? Bon, là, déjà dans le nord de la France, je ne sais pas s'il pourrait monter jusqu'à Stockholm, ça va dépendre comment ça se réchauffe aussi. Puis bon, il y a d'autres facteurs de propagation, mais le nord de la France est loin d'être tropical, et il est là. Pour rester sur les effets du dérèglement climatique sur One Health, la mondialisation, elle se traduit par deux phénomènes majeurs, la bétonisation et en parallèle la raréfaction des ressources naturelles, notamment les forêts. En quoi est-ce que ces deux phénomènes influent fortement ? Alors, le problème des forêts, il est vraiment fondamental quand on remet ça en vis-à-vis avec les réservoirs qui sont dans la faune sauvage. Donc un virus ou un parasite qui est dans un animal, dans la forêt, et qu'on ne vient pas déranger, il restera dans la forêt. Le fait de rentrer dans la forêt par des activités de déforestation ou même des activités de chasse augmente les zones de contact, expose les animaux porteurs à des populations humaines, et donc la probabilité d'infection augmente. Donc ça, c'est vraiment une problématique. La bétonisation et l'urbanisation, je dirais, va avec une certaine concentration des populations aussi. Et donc, plus la densité humaine augmente, encore une fois, c'est statistique, plus la possibilité de rencontrer un pathogène va augmenter. Et c'est ça qui explique en fait que les grandes pestes du Moyen-Âge, elles mettaient quand même un certain nombre d'années pour passer d'un pays à un autre, alors que là, avec le coronavirus, en moins de 8 jours, ça a sorti de Chine. C'est parce que en fait, les échanges entre humains sont infiniment supérieurs. Ça, exactement. Le facteur qui va bien avec notre temps, on va dire, c'est l'accélération des transports. C'est-à-dire qu'en plus de l'urbanisation, de la bétonisation et de la déforestation, la notion de transport et de mondialisation, même si c'est quand même ça dont on parle, c'est on favorise les échanges entre toutes les zones du monde. C'est-à-dire que là où il fallait peut-être 6 mois pour traverser la planète, on peut le faire en 6 heures.
Donc les risques de contact, et puis la population humaine a augmenté fortement, les transports ont augmenté, la vitesse de transport a augmenté, donc là aussi la probabilité de rencontre et de dispersion au niveau mondial augmente. Là typiquement le coronavirus, il y a des cas partout. Il y a autre chose qui s'accélère et que le commun des mortels a beaucoup de mal à comprendre, mais la chercheuse en parasitologie que vous êtes va nous aider, c'est que les virus mutent beaucoup plus vite que par le passé. On parle déjà de mutation du coronavirus alors qu'il a à peine 2 ou 3 mois d'âge. Comment c'est possible ça ? Alors, les virus mutent relativement rapidement. Alors, moi, je ne sais pas s'ils mutent plus vite que dans le passé, mais c'est une caractéristique des virus de muter et de tout le temps chercher à s'adapter à leurs hôtes et leurs nouveaux hôtes. Donc, c'est vrai que c'est dans l'interaction entre un parasite et son hôte, parasite pouvant être un virus, il est dans l'intérêt du virus de trouver très très vite un nouvel hôte. Quel type d'avancée scientifique est-ce qu'on peut espérer de cette démarche ? Est-ce que c'est plutôt de mieux nous renseigner sur la santé animale, la santé des hommes, les liens entre les uns et les autres ? C'est un peu tout ça, certainement. C'est peut-être aussi d'avoir une meilleure connaissance, justement, des risques et des pathogènes potentiels qu'on pourrait retrouver dans la faune sauvage. Très clairement, ça permettrait de faire de la surveillance et peut-être de réfléchir à tout ce qui va avoir un risque zoonotique, donc de transmission de l'animal à l'homme. Donc toutes les recherches qui vont dans ce sens-là sont toujours intéressantes, ne serait-ce que pour comprendre ce qui peut nous sauter à la figure. Voilà. Après, bien sûr, il y a toutes les connaissances en épidémie sont importantes, d'arriver à trouver les foyers de départ des épidémies aussi. Tout ça, ça fait partie d'une analyse globale où on peut mettre tous les acteurs autour d'une table, clairement. Depuis le début de l'entretien, le mot de zoonose et d'infection zoonotique reviennent pas mal. Je vais peut-être vous le demander de m'en donner une définition extrêmement précise. Alors, c'est des termes relativement rares pour le grand public, donc du coup, on imagine que ce sont des infections, là aussi, extrêmement exceptionnelles. Et en réalité, il n'en est rien, c'est extrêmement courant, voire majoritaire. Donc une infection zoonotique, c'est une infection qui est transmise de l'animal à l'homme. Et en effet, c'est pas rare parce qu'au niveau mondial, on considère que la majorité des infections qu'on voit chez l'homme sont d'origine zoonotique. Vous pouvez penser à la rage, vous pouvez penser à la grippe aviaire, on a parlé du SRAS, on parle du coronavirus actuellement. Toutes ces maladies sont d'origine animale et ont été transmises à l'homme. Et donc, évidemment, d'où l'intérêt de One Health pour mieux comprendre les interactions qu'il y a entre les uns et les autres. On en est où avec le recul au bout d'une quinzaine d'années de One Health ? Qu'est-ce qu'on a appris depuis le SRAS pour gérer les crises ? Alors, très honnêtement, on est à un moment où on essaye d'évaluer l'efficacité des politiques One Health. Est-ce que, en gros, One Health n'est qu'une coquille creuse ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une action avec ce genre de démarche intégrée ? Beaucoup de gens utilisent le terme One Health, il y a plein de politiques de santé publique qui l'utilisent. Est-ce qu'on peut l'évaluer ? C'est difficile à dire, parce que ça demande à mettre quand même beaucoup d'acteurs. Là, on parlait médecins, vétérinaires et éventuellement écologues, mais on peut rajouter à ça des géographes, des logisticiens. Il y a plein de corps de métier qu'on peut mettre autour d'une table pour One Health. Typiquement, avec le coronavirus, le fait de monter un hôpital en très peu de jours, ça en fait partie. Donc il y a quand même énormément de choses qu'on pourrait mettre ensemble et voir comment on évalue l'efficacité. Ça reste un bel outil au sens où ça motive les gens à discuter ensemble et à essayer de trouver des solutions communes. De là à ce que ça soit efficace, bon. On en est encore au balbutiement, mais en tout cas, vous trouvez que la démarche est éminemment intéressante et qu'on devrait se la poser comme ça. La démarche est essentielle. Si on regarde les grandes pandémies qui ont surgi ces dernières années, que ce soit le SRAS, Ebola, Zika, coronavirus, elles ont en commun effectivement d'être liées à une zoonose et elles se sont multipliées récemment. Alors, du point de vue du grand public que je suis, c'est extrêmement angoissant. Est-ce que vous avez une explication à cette multiplication ou est-ce que c'est un effet d'optique et je me trompe ? Alors, moi, je pense que c'est plutôt un effet d'optique. Je pense qu'il y a une prise en main au niveau de la diffusion de l'information, très clairement.
Et tant mieux, je veux dire, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et de toutes les épidémies. Même un pic d'Ebola hyper localisé, on le sait. Donc c'est peut-être plutôt un changement de prisme, en fait, on va dire. Le retour sur des années antérieures à ces 20 dernières années, c'est peut-être plus délicat. Je pense que le point de départ, peut-être pour tout le monde, c'est quand même la crise de la vache folle en termes de connaissance de crise infectieuse. Si on remonte plus loin, les gens vont peut-être vous parler de la grippe espagnole, potentiellement du VIH, mais il n'y aura peut-être pas grand-chose d'autre qui va ressortir. Alors que Ebola, il y a eu de multiples apparitions de pics d'Ebola, en fait, dans le passé. Dans le passé, j'allais dire du siècle dernier même, hein. On n'a pas besoin de remonter beaucoup plus loin. Mais les épidémies, il y en a eu tout le temps. Qu'elles soient plus documentées de nos jours, ça va aussi avec notre société d'information. Il y a une bonne nouvelle, très inattendue avec ces nouvelles épidémies, c'est qu'évidemment, comme elles seraient liées à des animaux, du coup on cesse de les consommer et donc en fait elles sont bonnes pour la biodiversité. Vous m'aviez appris que le SRAS était sans doute lié à la civette et que du coup les Chinois avaient arrêté de consommer de la civette. Oui, moi, ça, c'est l'aspect que j'aime bien dans les virus, quand on commence un peu à s'intéresser justement aux autres réservoirs et de voir ce qu'on peut faire. C'est vrai que la civette est toujours consommée en Chine, elle était élevée pour ça, et puis bon, culturellement, on achète un animal vivant en Chine pour pouvoir le consommer, on le sacrifie à domicile, donc c'est ça aussi qui fait le risque de transmission, parce que l'animal est vivant et qu'il est en contact avec les personnes. Et donc, au moment du SRAS, il y a comme une interdiction d'un certain nombre d'animaux sauvages, dont la civette, qui a protégé en partie la civette. Et actuellement, pour le coronavirus actuel, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si le pangolin pourrait être réservoir. On ne sait pas encore s'il est vraiment réservoir. Il y a des informations qui laissent suggérer que oui, mais les scientifiques n'en sont pas encore certains. Ça pourrait quand même aider à sauvegarder le pangolin, qui est quand même une espèce extrêmement braconnée et consommé, et c'est un animal qu'on a vraiment besoin de protéger et de sauver. Et donc en fait, paradoxalement, ce qu'il faudrait faire, c'est accuser le pangolin pour que du coup il soit sauvé. Oui, moi je trouve que c'est une très bonne idée, ça. C'est en fait tous ces animaux qui sont braconnés pour consommation et qui sont sur des listes rouges en termes de protection, c'est urgent de faire quelque chose. Si ce moyen-là peut les aider, on peut que s'en réjouir. Donc du coup, on pourrait répandre la fausse nouvelle que les rhinocéros et les pandas sont propagateurs de virus. Mais c'est marrant, mais ça marche mieux avec les pangolins que les chauves-souris, parce que les chauves-souris sont quand même des animaux très sympathiques et très utiles. Je vous rappelle que la chauve-souris consomme énormément de moustiques, même dans nos régions, c'est utile de l'avoir, la chauve-souris. Ça permet de passer de meilleurs étés sur sa terrasse. Un peu dans tout ce que vous nous dites, Coralie Martin, on voit qu'il y a un équilibre entre les espèces qui est très fragile et que le maître mot pour la maîtrise de la nature, c'est cet équilibre. Une rupture sur une espèce peut entraîner des conséquences dramatiques pour d'autres. Est-ce que vous pourriez nous illustrer cette vérité avec un exemple assez édifiant qui est celui de la disparition des vautours en Inde et les conséquences que ça a eu pour de nombreuses autres espèces? Tout à fait, c'est vraiment un exemple qui est malheureusement très illustratif d'une problématique de cascade. En Inde, on utilisait beaucoup une molécule qui est le diclofénac, qui est un anti-inflammatoire, pour traiter les bœufs, parce que ce sont des animaux de travail là-bas, et donc pour éviter qu'ils aient trop de douleurs, pour les faire travailler plus tout simplement, on les traitait très fortement au diclofénac. Il n'y a pas forcément non plus de station d'équarrissage en Inde, donc on laisse faire entre guillemets la nature, et ce sont les vautours qui se chargeaient de prendre en charge les cadavres de bœufs. Or, quand ils ont consommé des animaux traités au diclofénac, on s'est rendu compte que les vautours mouraient d'une intoxication rénale essentiellement. Et presque 100% de la population de vautours a été tuée en Inde par consommation du diclofénac. Or, ces vautours servaient à nettoyer, entre guillemets, à faire de l'équarrissage, ce qui n'a plus été possible une fois les populations de vautours disparues. En combien de temps ils ont disparu, les 100% de vautours ? La fin des années 90, début 2000, où on sait que presque 97-98% de la population a disparu. Derrière, il a fallu trouver un moyen pour remplacer les vautours. Et dans la chaîne naturelle, ce qui a pris le relais des vautours, ça a été les chiens errants. Et les chiens errants sont venus manger les cadavres de bœufs. Donc il y a eu deux conséquences à ça. Une augmentation de la population des carnivores en Inde. Donc il y a une population de canidés qui est énorme, peut-être une des plus grosses au monde.
Et ces chiens, malheureusement, mordent, parce que ce sont des chiens errants, dangereux, et ils sont porteurs de la rage. Donc, en conséquence de ça, on a augmenté les cas de rage en Inde, dans la population humaine, et on en était à des notions qui sont extrêmement importantes de cas humains de rage en Inde, associés aux morsures des chiens errants. Donc là, on avait un effet total de cascade entre le fait de perdre des vautours dus à des traitements anti-inflammatoires, remplacés par une population alternative de charognards, et transmettre la rage de façon exponentielle chez l'homme, ce qui a un coût énorme en termes de prise en charge. Là, quand on remet ça dans un contexte One Health total intégré, en termes de santé publique, c'est un coût monstrueux pour l'Inde de gérer ça. Au fond, la morale de l'histoire que vous nous racontez là, c'est qu'il faut que l'homme arrête de jouer les apprentis sorciers avec la nature, parce qu'en fait, naturellement, les bœufs, quand ils sont un peu fatigués, il est rare qu'ils s'appliquent eux-mêmes des anti-inflammatoires. Donc c'est notre action à la base qui a déséquilibré l'ensemble, en fait. Oui, c'est toujours un problème, c'est ce qu'on disait, c'est une histoire de balance. Dès qu'on modifie la balance, on ne sait pas trop vers quoi on va arriver, en fait. C'est un peu jouer aux apprentis magiciens. Et on se réveille que lorsque ça nous concerne nous. Confère la vache folle hier, où là, en fait, en Inde, tant que les vautours mouraient, on n'a pas fait grand-chose. 98%, c'est quand même gigantesque. C'est une hécatombe. Ça n'a pas fait bouger les autorités jusqu'à ce qu'il y ait quelques humains qui meurent de la rage. C'est le problème de la prédiction. Hein. C'est vraiment de se dire, quand on a une action, quelles vont être les conséquences ? Clairement, quand on voit la problématique de mettre en place une mine d'or en Guyane en faisant de la déforestation, en espérant que ça ne passe vraiment pas, il y a les calculs sur la biodiversité, les conséquences que ça va avoir en termes d'exposition, de quoi que ce soit vis-à-vis de la population, c'est à réfléchir quand même. C'est pas simplement des notions économiques et d'emploi d'un côté, il y a des histoires de santé publique de l'autre côté, il faut mettre ça en balance. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer justement si ce projet que nous ne nommerons pas advenait ? Qu'est-ce qui se passerait avec la déforestation ? C'est à nouveau des chauves-souris qui seraient chassées Je sais. Là, ça veut dire qu'on va fragmenter un habitat naturel, si ça se faisait. Fragmenter un habitat naturel, ça veut dire modifier les zones de vie de certains animaux, les mettre en contact avec des populations humaines, parce qu'il y aura beaucoup d'actions humaines, et potentiellement d'exposer ce que eux contiennent les animaux. Donc des micro-organismes qui sont peut-être inoffensifs pour eux, mais qui peuvent être pathogènes pour l'homme. Pour ne pas nous quitter sur une mauvaise nouvelle du pathogène et des animaux et de l'apparition de nouvelles épidémies, ce qu'on peut quand même voir, c'est que avec l'émergence de One Health, il y a des nouveaux dialogues, il y a des gens qui ne se parlaient pas, et puis il y a aussi des moyens qui sont débloqués. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on imagine un futur heureux pour One Health ? On peut essayer d'être optimiste. C'est-à-dire, même s'il y a des erreurs, on essaye de les corriger. Et derrière, on essaye d'y mettre des moyens. Donc, par exemple, en ce moment, pour le coronavirus, on voit très bien qu'au niveau de l'Europe, il y a eu une réaction hyper rapide en termes de moyens débloqués. En particulier pour la recherche, il y a une enveloppe de quasiment 100 millions d'euros de mise sur la table pour des projets de recherche liés au coronavirus. Quelque chose d'un peu plus concret concerne les populations d'écureuils de Corée qu'on a en forêt de Sénart, autour de Paris. Ces écureuils de Corée, ils ont été introduits dans la forêt de Sénart autour des années 70 parce que c'était des animaux vendus comme des animaux de compagnie. Sauf que ça prolifère beaucoup, ça a pris un peu la place des écureuils roux. Et puis en plus, c'est potentiellement transmetteur de la maladie de Lyme, donc c'est pas très sympathique. Ça a fini par faire son chemin auprès des autorités. Il y a eu des décisions, à la fois françaises et européennes, d'interdiction de vente de ces animaux comme animaux de compagnie. Donc voilà, il y a peut-être un temps de réaction, mais la réaction se fait quand même. Là, à l'heure actuelle, ce qui est bien, c'est que les temps de réaction ont l'air d'être plus courts. Et alors justement, si on prend cet exemple de l'écureuil de Corée pour terminer, si vous n'aviez qu'un message à faire passer, c'est que pour éviter d'avoir de nouvelles épidémies, il faut arrêter de transporter des espèces hors de leurs habitats naturels, parce que c'est là où les choses se passent mal. En fait, le concept One Health, il interagit bien avec les problèmes de conservation de la faune sauvage, en fait. C'est laissons l'habitat naturel aux animaux, et essayons de réfléchir en termes d'introduction d'espèces potentiellement invasives et porteuses de choses pas très sympathiques. Attention à ce qu'on veut comme animaux de compagnie et quelles vont être les conséquences de ces nouveaux animaux de compagnie.
etc., etc. C'est vraiment notre relation à l'animal qu'il faut penser, en fait, en gardant en tête que quand on modifie ces habitats-là ou la présence de certains animaux à certains endroits, on peut avoir des conséquences extrêmement dommageables pour les populations humaines. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Coralie Martin, chercheuse en parasitologie à l'INSERM et au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.